Bonjour, nous allons parler de l'origine de l'être et du symbolisme des nombres. Alors l'objectif de cette vidéo est de vous montrer qu'il suffit de savoir compter jusqu'à 9 pour comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Alors au cours de cette vidéo, je vais vous parler à la fois de ce qu'expliquent les traditions sur ce sujet, c'est-à-dire d'anciens textes qui existent depuis des milliers d'années, qui se transmettent. Nous allons parler également de ce que disent certaines religions, qui en fait elles aussi sont basées sur les traditions, mais qui les ont parfois interprétées différemment. Nous allons parler également de ce que disent la science, principalement les physiciens quantiques sur ce sujet. Donc nous allons mêler différents points de vue pour avoir différentes approches sur cette manière de symboliser les nombres et voir le rapprochement qu'il peut y avoir entre ces nombres et l'origine de l'être. Alors pour commencer, le premier nombre est le nombre 1, le chiffre 1, se réfère à une unité. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour savoir que le 1 se réfère à une unité. Par contre, ce qui peut être important de comprendre, c'est qu'à la fois les traditions, qu'à la fois les religions, qu'à la fois le monde scientifique expliquent que cette unité qui est à l'origine de tout doit être considérée comme un tout insécable. Par exemple, le physicien quantique Bohm en 1983 a expliqué que l'univers entier doit être considéré comme un tout indivisible au sein duquel l'analyse en constituants séparés et indépendants n'a pas de justification fondamentale. Ça veut dire qu'on peut s'amuser, si on veut, à diviser cette unité, mais cela n'a aucun sens et cela ne permettra pas de comprendre l'univers dans son entier. Et ça, bien, les traditions l'expliquent également, les religions également, à travers le nom de Dieu. Donc vraiment, tout le monde est d'accord pour expliquer qu'à l'origine de tout, il y a une unité qui ne peut pas être séparée. Donc si on considère cette unité vraiment comme une globalité, comme un tout, elle va être contente, elle va nous regarder, sourire et nous dire « c'est bon, t'as tout compris ». Par contre, si on s'amuse à vouloir essayer de la découper, elle va nous regarder et puis sourire en coin en nous disant « ce que tu es en train de faire là, c'est d'user le soleil ». Et il y a de fortes chances que tu sois usé avant que le soleil ne puisse avoir un quelconque mal. Donc arrête d'user le soleil et cherche plutôt des manières plus intelligentes de concevoir le monde. Alors tout cela pour expliquer qu'en fait dans le monde nous ne sommes pas des milliards d'entités sur Terre comme on pourrait le penser, mais globalement une seule entité qui se manifeste sous des milliards de formes différentes. Voilà le premier point que nous pouvons expliquer sur ce sujet. De cette notion de globalité, d'unité, vient la notion de relation, de toute l'importance de cette notion de relation. Et cette notion de relation, bien en physique, c'est ce qui peut s'appeler un champ. Qu'est-ce qu'un champ? Ce sont des forces entre des corps qui ne sont pas en contact. Par exemple, un champ magnétique qu'il y a entre deux aimants ne sont pas en contact, mais il y a un champ magnétique entre eux. Le pôle Nord va repousser l'autre pôle Nord, les pôles Nord et le pôle Sud vont s'attirer, etc. parce qu'il y a des champs entre eux qui vont permettre cela. Donc ces champs, c'est vraiment la notion de relation. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, si nous prenons un atome, il y a au milieu un noyau et il y a autour des électrons qui se promènent autour, qui tournent autour de ce noyau, et à l'intérieur de cet atome, eh bien, il y a plus de 99,999% de vide. Mais qu'est-ce que ce vide? En fait, ce vide n'est pas du vide tel que l'on pourrait le concevoir, mais c'est ce qui permet de mettre en relation les électrons et le noyau. C'est-à-dire que ce vide, c'est cette notion de champ, cette notion de relation, et cette notion de champ, cette notion de relation, cette notion de vide peut être associée à la notion de conscience. Car qu'est-ce que la conscience? C'est ce qui permet de maintenir ensemble les particules.
Donc en fait, quand on regarde un atome, eh bien, plus de 99,999% c'est du vide, donc de la conscience, et le reste, c'est-à-dire la partie matérielle, qui est représentée par les protons et les électrons, ne vont représenter que 0,0001%. Donc cette notion de conscience est très importante car c'est vraiment cette notion de relation entre tous les objets. Pour montrer que cette notion de relation est vraiment très importante, on peut prendre un petit cas particulier qui s'est passé dans les années 2000 quand les scientifiques ont essayé de décrypter le génome humain, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver tous les gènes qui sont dans l'ADN humain. Donc ils les ont réussi à les trouver et en faisant cela, ils se sont dit c'est génial, on va pouvoir comprendre le monde parce qu'on a réussi à découper tous les gènes, à découvrir tous les gènes qui sont dans l'ADN. Mais finalement, qu'ont-ils découvert ? Eh bien tout simplement, ils se sont rendus compte que c'est très bien, c'est quand même une bonne avancée pour la science d'avoir réussi à faire cela, mais cela n'a pas apporté tous les bénéfices qu'ils espéraient, car ils se sont rendus compte que ce qui est important, ce n'est pas d'avoir trouvé tous les gènes, mais de comprendre les relations qu'il y a entre chacun de ces gènes. Donc cette notion d'unité ne peut pas être éloignée de cette notion de relation. C'est très très important. Ensuite, le troisième aspect, en fait, si on peut dire, de cette unité, c'est le fait que c'est quelque chose qui n'a pas été inengendré, car tout le monde est d'accord pour dire que cette unité est vraiment l'origine de tout. Donc pour que ce soit une origine, il faut forcément que ça ne puisse pas avoir été engendré par quelque chose. Ça n'a pas de parents, ça n'a pas d'origine, car c'est lui-même l'origine. Alors pour la science, eh bien, on va parler de champ ou vide quantique. Le champ ou vide quantique, c'est l'état originel de la matière avant qu'elle se matérialise. Donc il n'y a rien avant ce vide quantique, c'est vraiment l'étape première de tout ce qui existe. Si on parle des traditions, elles vont nous parler de la notion d'akasha, d'âme universelle, de matrice de l'univers, d'où naît tout ce qui existe, de la cause de l'existence. Donc là aussi, pour les traditions, cette notion d'akasha, c'est l'origine de l'origine. Donc il n'y a pas de père, c'est quelque chose qui n'a pas été engendré par quelque chose d'autre. Et pour les religions, eh bien, ils vont nous parler de Dieu qui est le Dieu unique, le un unique, celui qui existe par essence et celui qui a généré tout. Donc il n'a pas été généré, lui, il est auto-généré. Alors on pourrait se poser la question, y a-t-il un lien entre ces trois notions? Donc on a vu une notion prise par la science, qui est le champ au vide quantique, une autre prise par les traditions, qui est appelée akasha, une autre prise par les religions, appelée Dieu. Eh bien, nous aurons l'occasion de répondre à cette question un peu plus tard. Donc pour résumer, il y a une unité. Avant cette unité, il n'y a rien, ce qui signifie qu'en fait, le zéro n'existe pas fondamentalement, c'est-à-dire dans son essence, le zéro n'a aucune justification, car vraiment le départ, le point unique, c'est le 1. Au niveau des symboles, le zéro n'est qu'une pure abstraction mathématique, mais n'a pas d'existence fondamentale. Le 1, c'est vraiment l'origine de tout. Et donc tout commence, on le voit sur ce petit dessin, tout commence à partir de ce 1. Donc après le 1, c'est lui qui va générer le temps, mais avant ce 1, il n'y a rien. Alors pour résumer, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, cette notion d'unité, cette notion du chiffre 1, eh bien, donc ça se réfère à une unité qui est un tout insécable, donc quelque chose d'inséparable. La notion de relation, nous avons vu qu'elle est très importante, voire fondamentale, que cette notion de relation est reliée à la conscience, car la conscience est ce qui maintient ensemble la cohérence entre les particules, et le fait aussi que cette unité est inengendrée, car étant donné que c'est l'origine, eh bien, ça n'a pas d'autre origine que lui-même. Alors on pourrait se poser une petite question, étant donné que ce 1 ne peut pas être divisé, comment a-t-il fait pour devenir 2? Car, eh bien, si quelque chose ne peut pas être séparé, il n'a pas pu être divisé en deux. Donc
soit on nous a menti, soit il y a quelque chose qu'on a mal compris. Et bien tout simplement, comment le 1 a-t-il pu devenir 2? Les traditions vont nous l'expliquer de la manière simple en nous disant que eh bien, le 1 c'est ce qui s'appelle le plan directeur et le 2 c'est l'expression du plan directeur. Donc en fait, pour se diviser, pour devenir 2, cette unité elle a tout simplement fait que s'exprimer. Un peu comme eh bien, si nous prenons notre être comme étant une unité, notre corps tout entier comme une unité, eh bien nous pouvons nous exprimer par la parole, par les gestes, par le comportement, par différentes manières, des micro-mouvements également. Eh bien toute cette expression de nous-mêmes, c'est ça qui est représenté par cette notion de deux. Donc il y a toujours l'unité, l'être, le corps, mais il y a l'expression de cette unité qui représente cette notion de deux. Et de là découle la notion de verbe qui est expliquée par toutes les religions. Les religions nous expliquent que à la création de l'univers provient du verbe. Dieu a exprimé son verbe et le monde a été créé parce que cette notion de verbe, c'est la même chose que ce que les traditions appellent expression du plan directeur, expression de l'unité. Et nous verrons aussi qu'au niveau de la science, ils appellent ça information. Donc toutes ces notions sont semblables, parlent d'un même phénomène, d'une même chose. Alors qu'est-ce que cette notion d'information? C'est important d'y revenir un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant de nombreuses années, même de nombreux siècles, les physiciens, pour expliquer l'univers, parlaient uniquement de matière et d'énergie. Et par contre, ils se sont finalement rendus compte que ces deux notions n'étaient pas suffisantes pour expliquer comment des objets complexes ont-ils pu être créés, ont-ils pu se manifester. Donc pour expliquer cela, ils ont rajouté la notion d'information. Donc la notion d'information, c'est en fait quelque chose qui se sert, c'est un peu le plan directeur, c'est ce qui s'exprime, c'est ce qui crée l'idée, le concept de ce qui va être après matérialisé dans la forme grâce à l'énergie et la matière. Donc en gros, l'information se sert de l'énergie et de la matière pour créer des formes, pour se manifester. C'est ce qui donne forme. L'information donne forme à ce qui existe. Alors pour montrer un petit exemple, tout au départ, il y a de l'information, il y a des particules qui sont totalement distinctes les unes des autres, qui n'ont pas de forme particulière. Donc ce que la science va appeler négantropie, c'est quand ces particules vont prendre une forme particulière grâce à la conscience, car nous avons vu que la conscience c'est ce qui permet de maintenir les particules entre elles, donc la cohérence des particules entre elles, donc ça va créer un corps qui va se manifester dans la matière, et puis eh bien, une fois que ce corps va, ce qu'on appelle mourir en termes de nos jours, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire la conscience va se séparer de la forme, donc il n'y a plus ce maintien des particules entre elles, et eh bien, le corps va redevenir poussière et redevenir pure information. Donc il y a un cycle en fait. De l'information se transforme en matière grâce à la conscience, et puis redevient information parce que la conscience quitte cette matière. Alors pour montrer que cette notion d'information n'est pas purement théorique, mais qu'il y a aussi des côtés pratiques qui permettent de la montrer, nous allons voir un peu ce qu'a mis en évidence le docteur Dumitrescu grâce à la technique qui est appelée convertographie. Donc en fait, il a mis en évidence deux phénomènes. Un premier qui s'appelle Display of External Field. En fait, cette expérience est toute simple. Il a pris une feuille, il en a découpé un petit morceau sur le côté, et puis grâce à cette technique de convertographie, il a permis de montrer qu'en fait, eh bien, énergétiquement, même si la partie matérielle de la feuille n'était plus là, il était capable de revisualiser l'information de la feuille telle qu'elle était à l'origine. Donc cette première expérience n'est pas
une expérience évidente pour expliquer qu'il y a cette notion d'information, car on pourrait se dire oui, ok, mais ce n'est que l'énergie qui était là préalablement à la partie matérielle. C'est pourquoi nous allons parler de la deuxième expérience mise en application par la technique de convertographie qui s'appelle Display of Internal the Field. Là, la seule différence, c'est qu'il a pris la même feuille, mais il l'a découpée à l'intérieur. Et grâce à la technique de convertographie, il s'est rendu compte qu'à l'intérieur de cette feuille, donc dans un trou, là où il n'y a plus de matière, eh bien, il pouvait revoir l'intégralité de la forme de la feuille, telle qu'elle était à l'origine. Donc dans un trou, il faut bien comprendre qu'il a permis de mettre en lumière, de voir l'intégralité de la feuille. Ce qui signifie bien que quelque part, il y a une information dans ce trou de matière, il n'y a plus de matière, même s'il y a de l'énergie. À la rigueur, on aurait pu voir la partie énergétique du trou, mais pour expliquer que dans un trou, il y a la forme complète de la feuille auquel ce trou appartenait, la seule manière pour le moment de l'expliquer, c'est que eh bien, ce trou contient tout de même l'information originelle de la feuille. Et donc eh bien, cette notion d'information est très importante et commence à être très étudiée par les scientifiques. Alors, ce qui est très important, c'est que quand on voit une feuille, à l'intérieur d'une feuille, cela nous fait penser à ce qu'on appelle un hologramme ou à la nature fractale du monde. En fait, au niveau des traditions, Hermès Trismégiste expliquait que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire qu'il considérait que le monde était un peu comme une poupée russe. C'est-à-dire que quand on prend une poupée russe, on regarde à l'intérieur, il y a la même poupée, plus petite, on l'enlève, il y a d'autres poupées, etc. Donc le monde, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui signifie qu'en fait, quand on considère le monde, il y a une unité, mais que si on découpe cette unité, eh bien, quel que soit le morceau que l'on va prendre, on va retrouver l'intégralité de l'unité originelle, l'intégralité de la forme originelle. Un peu comme dans l'exemple précédent, quand on a découpé la feuille, on a vu que, eh bien, on retrouvait tout de même l'intégralité de la feuille à l'intérieur de ce trou, et non pas juste une partie de la feuille. C'est ça cette notion d'hologramme. Un hologramme, c'est une image en 3 dimensions où, quand on prend n'importe quel morceau de cette image, eh bien, n'importe quel morceau contient l'information complète de l'image. Et certains scientifiques en sont venus à la conclusion que l'holographie, ce serait le langage de l'univers informé. Alors pour parler en termes un peu ésotériques des traditions, nous avons pour commencer l'unité qui s'est exprimée, et à l'intérieur de cette expression, donc l'expression de l'unité, ça serait le 2, et cette notion d'hologramme, nous avons à l'intérieur de cette expression des esprits qui sont venus se manifester, mais chaque esprit est à l'image de l'unité, car le monde est holographique, comme nous l'avons vu tout à l'heure par l'exemple de la feuille. Quelles que soient les parties, même si chacun de ces esprits n'est pas l'unité dans son ensemble, il contient tout de même tout le potentiel, toute la même essence que cette unité. Alors on pourrait, pour expliquer de manière un peu plus simple cette notion d'hologramme, cette notion de monde fractal, donc au départ il y a une unité, un petit carré, ensuite il s'engendre avec le 2, l'expression de cette unité, le 1 et le 2 vont se réunir et créer ce qu'on appelle le 3, tout comme si une père et une mère se réunissent, ils vont créer le 3, un enfant. Et donc à partir du moment où on crée ce 3, qu'est-ce qui se passe ? On régénère une autre unité qui va être représentée par le 4. Donc pour bien symboliser ces nombres, le 1 c'est la notion de père, le 2 la notion de mère, et le 3 la notion d'enfant. Donc le père et la mère s'unissent, créent un enfant, cet enfant est lui-même une autre unité, représenté par le 4. Ce 4 va s'associer également
un conjoint ou une conjointe, ils vont avoir un autre enfant qui va être le 6. Ce 6 représente une autre unité, ça va être le 7. Le 7, étant donné que c'est une autre unité, il va se mettre en relation avec un conjoint ou une conjointe qui va être le 8. Ensuite, on passe, ils vont générer un enfant qui va être le 9. Et pour terminer, on en arrive au 10, qui est représenté par l'unité, la nouvelle unité générée par ce 9. Et 10, eh bien, symboliquement, comme le 0 n'existe pas, c'est 1 plus 0, c'est égal à 1. Donc on revient au point de départ. Et donc on voit là cette notion d'hologramme, cette notion que tout est représenté de manière holographique et qu'à partir du moment où on arrive au nombre 3, eh bien, on recrée une nouvelle unité. Ce qui est important également de comprendre, c'est que cette notion de 3, cette notion d'esprit est reliée à la notion de potentialité. Ce qu'explique le monde scientifique sur ce sujet, c'est que, eh bien, dans un monde purement quantique, quand on parlait tout à l'heure un peu de cette notion de monde quantique, de notion d'onde, eh bien, chaque particule existe comme un potentiel de l'un ou de l'autre de ces futures manifestations, mais en fait, on ne sait pas exactement quelle va être ce sur quoi elle va se manifester. C'est-à-dire, en fait, tous les états existent, mais en superposition. C'est un peu comme si on pouvait, toutes les possibilités exister, il y avait certaines probabilités que certains événements arrivent plutôt que d'autres, mais on ne sait pas vraiment quelle va être la manière dont va se manifester cet esprit. Alors pour résumer, nous avons la notion de 1 qui est le plan directeur, qui à partir du moment où il s'exprime, on appelle ça l'expression du plan directeur, il devient 2. À partir de cette notion de plan directeur, naissent les esprits par holographie, c'est-à-dire le monde est un hologramme, qui sont à l'image de cette unité. Les esprits sont à l'image de l'unité, du plan directeur duquel ils sont issus. Et il y a cette notion de 3, et il faut comprendre que toutes les potentialités existent. Donc en fait, les esprits peuvent quelque part tout faire. Alors on pourrait se demander, au sein de cette vidéo, je vous parle de la notion d'esprit. Mais est-ce vraiment scientifique de parler de cela? Est-ce que la matière ne peut pas exister par elle-même sans avoir à se référer à cette notion d'esprit? Alors j'aurais pu prendre d'autres termes, mais la notion d'esprit est la plus judicieuse, je pense, car c'est celle qui est la plus parlante pour la majorité des gens. Alors peut-on se passer des esprits pour expliquer le monde? Pour répondre à cette question, je vais laisser Max Planck s'exprimer. Alors qui est Max Planck? C'était un physicien allemand qui a eu un prix Nobel de physique en 1918 pour ses travaux dans la théorie des quantas, c'est-à-dire la physique quantique. C'est donc un des fondateurs de la mécanique quantique. Et qu'est-ce qu'il nous explique? Eh bien, tout simplement, en tant qu'homme qui a consacré toute sa vie à la science la plus lucide et à l'étude de la matière, je peux vous dire ceci en conclusion de mes recherches sur les atomes. Il n'y a pas de matière comme telle. Toute la matière est originaire et n'existe que par la vertu d'une force qui cause les particules d'un atome à vibrer et qui soutient tout ce système atomique ensemble. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. Donc, il faut bien comprendre qu'un physicien qui a passé toute sa vie à décortiquer la matière de la manière la plus rigoureuse possible en est arrivé à la conclusion que derrière, la matière n'existe pas par elle-même, mais elle n'existe que parce que derrière, il y a un esprit conscient et intelligent. En fait, la conscience, tout à l'heure, que j'ai parlé, qui est la conscience qui permet de maintenir la cohérence des particules entre elles. C'est-à-dire les particules n'existent que parce que cette conscience maintient cette cohérence entre les particules. Mais la matière n'existe pas par elle-même. Et ça, ce n'est pas
illuminé qui dit ça, mais c'est Max Planck, l'un des plus grands physiciens que nous avons pu avoir. Donc tout cela pour dire que la matière n'existe pas par elle-même, elle n'existe que par l'intermédiaire d'un être conscient qui lui donne sa forme définitive et réelle. Sans cette notion de conscience, il n'y a pas de forme. Alors j'aimerais revenir sur un petit point qu'a expliqué Max Planck. Il nous dit que nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent, et cet esprit est la matrice de toute matière. Alors tout à l'heure, j'avais parlé du champ au vide quantique, de l'akasha et de Dieu, et j'avais montré que l'akasha, en fait, c'était la matrice de l'univers. Tout cela pour dire que, eh bien, pour moi, mais ça n'engage que moi, que l'on parle de champ au vide quantique, que l'on parle de l'akasha, que l'on parle de Dieu, en fait, toutes ces notions parlent de la même chose. On parle de la matrice, on parle de l'origine, on parle de vraiment l'origine de l'origine. Et donc chacun, bien que ce soit les traditions, que ce soit les religions, que ce soit la science, chacun va l'exprimer d'une certaine manière, sous son point de vue à lui, sous un angle de vision qui lui est propre, mais chacun parle de la même chose fondamentalement. Alors pour terminer cette première partie de cette vidéo, car ce n'est que la première partie, car nous avons vu qu'au départ, il va nous falloir compter jusqu'à 9 pour pouvoir la terminer. Pour l'instant, nous sommes arrivés au 3, donc nous avons juste fait le tiers du chemin. Mais en fait, c'est une partie fondamentale, car nous sommes arrivés en fait à la Trinité dont parlent toutes les traditions, toutes les religions. Et que signifie Trinité? En fait, ça signifie tout simplement triunité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes arrivés à cette notion de 3, nous recréons une unité, comme tout à l'heure nous l'avons vu quand on a parlé de la partie holographique de l'unité. Donc il y a ce 1, qui peut être appelé le Père par exemple, qui en s'exprimant crée le 2, qui peut être appelé la Mère. Le Père et la Mère, grâce à eux, eh bien, ça crée un fils ou une fille qui vont être représentés par les esprits. Et puis ces esprits vont être une nouvelle unité qui vont aller par la suite s'exprimer, se manifester dans la matière. Mais quand on en est au niveau du 3, nous avons vu que pour l'instant on ne sait pas comment ils vont se manifester, car tout est possible pour eux, toute potentialité existe, donc on ne sait pas exactement la manière dont ils vont aller se manifester. Ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Merci de votre écoute.